Blanquer plus woke que Ndiaye. Le Conseil d'État vient de donner raison à l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en validant sa circulaire du 29 septembre 2021 pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. En substance, les personnels scolaires doivent accéder aux demandes de changement de prénom ou de sexe formulées par les élèves se présentant comme transgenres dès le primaire si la demande est faite avec l'accord des deux parents, que l'état civil ait été préalablement modifié ou pas. Le nouveau prénom sera alors automatiquement utilisé par tous les professeurs, ainsi que sur la carte de bibliothèque, de cantine, de même que dans l'espace numérique de travail. Cette circulaire demande au personnel de trouver des solutions en accompagnant les élèves trans pour les toilettes, les douches, les vestiaires, le dortoir et autres équipements genrés selon l'identité de genre souhaitée par l'élève. On a créé la différence, voire l'opposition entre l'anti-woke Blanquer et le woke Ndiaye. On a pourtant, avec cette circulaire, qui se soumet sans aucun recul à la théorie du genre dans sa plus parfaite expression, une illustration du fait que Blanquer faisait à bas bruit ce que Pape Ndiaye veut désormais faire ouvertement. Cette fameuse théorie du genre, qui selon Najat Vallaud-Belkacem, on s'en souvient, n'existait pas. La vraie question est alors de savoir pourquoi le ministre actuel tient tant à rendre visible son entreprise de destruction des repères anthropologiques de la jeunesse. La circulaire Blanquer fait peser des responsabilités disproportionnées sur les épaules des personnels éducatifs, en les chargeant de trouver sur le terrain des solutions sur mesure aux besoins des élèves se déclarant transgenres et d'accompagner personnellement leur mise en œuvre pour prévenir toute moquerie, souffrance ou tout harcèlement. Ce n'est pas une mince affaire. Il est notamment précisé que les élèves transgenres doivent pouvoir venir dans les habits correspondant à leur sensibilité sans être ennuyés par quiconque. Si la circulaire prétend ne rien faire sans l'accord et la collaboration des deux parents, on sait que se présenteront nécessairement des cas où un parent ne sera pas d'accord sur les aménagements pratiques à opérer pour répondre aux exigences de leur enfant. Comment les enseignants pourront-ils alors gérer ces demandes, qui ne manqueront pas d'engendrer force débat au sein même des établissements? Alors que le défenseur des droits a affirmé de manière répétée que, je cite, « mégenrer une personne trans constitue un harcèlement moral », fin de citation, à en croire la très militante association Chrysalide, les parents pourraient bien se voir assez rapidement accusés de maltraitance ou de transphobie s'ils ne veulent pas faire droit aux exigences de leurs enfants, exigences dont il convient de souligner que les enfants pourraient eux-mêmes les regretter plus tard. Revient-il vraiment à l'État de faire se poser des questions sur le genre et l'orientation sexuelle aux enfants, qui plus est avant même la puberté? Qu'il protège chaque enfant du harcèlement et des moqueries est une nécessité que personne ne remet en cause, mais qu'il véhicule un discours qui, à force de lutter contre la transphobie, finit par encourager les transitions de genre. Sans doute, le ministère croit-il s'inscrire dans la tradition d'émancipation républicaine face aux stéréotypes véhiculés par la famille. L'école de Jules Ferry avait pour but d'enraciner la République et de décatholiciser les représentations mentales des enfants. L'éducation nationale du XXIe siècle pense sans doute très sérieusement faire acte d'actualisation de cette tradition émancipatrice en libérant les enfants de, je cite, l'assignation à résidence que représente le genre et en voulant valoriser dans le discours du maître leur droit à réinterroger leur sexualité et leur genre et à poser des choix indépendamment du sexe biologique reçu à la naissance. C'est une lourde responsabilité que prend l'État, qui peut avoir des conséquences explosives pour lui, comme la jurisprudence britannique le montre déjà. En effet, dans le procès Bell contre Tavistock, une jeune femme qui avait fait une transition lorsqu'elle était mineure a fait condamner la clinique qui lui avait fait prendre des bloqueurs de puberté à 14 ans et à 17 ans de testostérone et à 20 ans elle l'avait encouragée à subir une mastectomie. Des transformations qu'elle avait amèrement regrettées une fois adulte. Les maltraitants d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement ceux qui, demain, seront reconnus comme tels par le juge. D'un point de vue purement pratique alors, que notre système scolaire est au bord de l'implosion, le charger de tels casse-têtes paraît tout à fait inopportun. La tendance étant à la fluidité de l'identité de genre dans le temps, va-t-on vraiment gérer des dénominations et des différents genres
au cours d'une même année ou d'une année sur l'autre? Comment être sûr que ces évolutions n'engendreront pas des erreurs d'identification des jeunes lors des convocations aux examens, au sein des procédures administratives ou judiciaires diverses, comme Parcoursup? La responsabilité de l'État pourrait même être engagée. Comment va-t-on décider dans quelle équipe de sport jouent les élèves transgenres et sur quel barème, filles ou garçons, les noter? Comment parviendra-t-on à mettre en œuvre la politique de protection des mineurs ou la promotion du droit des femmes si l'on se laisse gagner par la confusion intellectuelle de l'intersectionnalité des luttes? C'est la raison même, et avec elle, un grand nombre d'acquis que l'on pourrait voir compromises dans les années à venir. Sous prétexte de progressisme sociétal, c'est peut-être une dramatique régression logique qu'on plébiscite. Les enfants sont en construction durant leur minorité. Ils se posent par définition 1000 questions sur eux-mêmes. Et pendant que les Turcs assiégeaient Constantinople, les Byzantins discutaient du sexe des anges.